Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire du programme Entraide de la FQP PACA. Le webinaire d'aujourd'hui qui est bien dans l'air du temps a pour sujet la nouvelle qualité. Alors la nouvelle qualité, c'est un beau titre, voire un slogan. Qu'est-ce que la nouvelle qualité? Est-il toujours question, quand on parle de qualité, de satisfaction du client, de la satisfaction des parties prenantes? Quoi de neuf sous le ciel de la qualité depuis les grands pontes que vous connaissez sans doute, Deming, Juran, Ishikawa, Stewart et bien d'autres. Pour nous en parler, pour nous parler donc de la nouvelle qualité aujourd'hui, un expert parmi les experts. Il promeut la qualité depuis 8 ans dans une entreprise que vous connaissez sans doute, Air France, une des toutes premières entreprises mondiales de son activité pour sa qualité et ses performances. Il est aussi, et ce n'est pas le moindre de ses titres, le président de la FQP nationale, et ce depuis 6 ans. Sous son impulsion et celle de son équipe, la FQP a augmenté son audience de 25%. J'ai nommé Pierre Giraud, président de la FQP et directeur qualité et coordination SMI d'Air France. Président, je vous passe la parole, nous sommes tout ouïs. Merci beaucoup pour ces mots bien trop gentils. Bonjour à chacune, chacun et bienvenue à bord du vol AFQP 1610 à destination de la nouvelle qualité qui va transiter par plusieurs escales et s'inscrit naturellement dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Je suis à votre service et vous souhaite un agréable voyage. Décollage. Au-delà du clin d'œil, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous autour de la nouvelle qualité, effectivement. De quoi s'agit-il? Au fond, c'est une autre manière d'essayer de répondre à des questions que nous nous posons souvent. Où en est la démarche qualité aujourd'hui en France? Comment évolue-t-elle? De quelle façon peut-on préfigurer le devenir de ce type d'approche pour les prochaines années? Alors, afin d'essayer de partager là-dessus, en toute humilité, je suggère que nous nous appliquions à nous-mêmes, au sein de la communauté des acteurs qualité, finalement ce que nous recommandons parfois à d'autres, à savoir l'utilisation des outils qualité. Moyennant quoi, on va, si vous le voulez bien, commencer par utiliser l'outil NEPA. Puis on parlera du SISM, c'est-à-dire le diagramme cause-effet un peu élargi. On regardera autour d'un SWOT quelles sont au fond les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités autour de la démarche qualité telle que nous pouvons l'apercevoir aujourd'hui, avant d'évoquer quelques indicateurs et bien entendu de terminer, si cela convient, sur une tentative de synthèse. C'est forcément une gageure vu la dimension du sujet, mais nous allons faire au mieux. En regardant peut-être de façon plus directe la slide NEPA, il s'agit de quoi? Il s'agit d'essayer de se demander ce qu'est et ce que n'est pas la nouvelle qualité. Vous savez bien que parfois, quand on essaye de cerner une notion, c'est quelque chose qui peut être tout à fait utile. La nouvelle qualité n'est pas en aucune façon une rupture. On sait tous que l'évolution, elle est réelle depuis des années, du contrôle qualité à l'assurance qualité, au management de la qualité, à des managements de systèmes élargis. Bref, c'est plutôt la poursuite d'une évolution progressive que nous connaissons en la matière. Avec d'ailleurs toujours la nécessité de consolider des fondamentaux et notamment ce qui reste de fait la finalité un peu intemporelle, c'est-à-dire l'amélioration continue des performances. Donc on n'est pas sur un concept, encore moins sur un slogan promotionnel, ce n'est pas du tout le sujet, c'est plutôt la recherche d'une manière d'exprimer quelque chose qui ressemble quand même, disons-le nettement, à un mouvement de regain d'intérêt, d'attrait en France pour la démarche qualité. Et on essaiera de comprendre ensuite quelles sont les motivations d'une telle modification.
Alors au fond, on parle de modernité, oui, mais pas d'une modernité factice, plutôt de la nécessité peut-être, c'est toujours important, de mettre des mots, des repères, lorsque l'on souhaite évoquer la façon dont la qualité se situe aujourd'hui et évolue. Au fond, c'est la qualité de notre temps. Pour en formaliser les caractéristiques, c'est important, je crois, de se demander comment nous en arrivons à un mouvement de regain d'attrait, de regain d'intérêt en la matière. Et là-dessus, le 6e va nous aider avec les fameux mots qui commencent tous par la lettre M que vous connaissez. Et je me suis permis d'en ajouter une 6e mention, c'est celle de la mesure. Et sur l'image que vous voyez, on va commencer, si vous le voulez bien, par le matériel. Au fond, dans les aspects matériels associés à la démarche qualité, qu'est-ce qui change en ce moment? Clairement, l'impact de la digitalisation, de l'essor du numérique, on le voit, on le vit dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, on le vit aussi d'ailleurs dans les collectivités publiques. Et la digitalisation, elle a évidemment un impact quand on parle de documentation, quand on parle de partage de données, quand on parle de consolidation d'un tableau de bord au niveau des performances. Bref, oui, c'est au sens du matériel quelque chose qui génère incontestablement des changements. Et puis alors, il y a en matière évidemment de matériel, entre guillemets, un vecteur d'accélération à l'heure actuelle, c'est le coronavirus. Alors on est tous confrontés à ce drame global Covid-19. Parallèlement, soyons honnêtes là-dessus, quelque part, la crise actuelle accélère un certain nombre de mutations et d'une certaine façon renforce la nécessité de capitaliser des démarches de progrès et de maîtrise des risques. C'est la transition peut-être avec les aspects matière. C'est très frappant de constater aujourd'hui que beaucoup d'organismes, publics ou privés d'ailleurs, redécouvrent des approches comme le plan de continuité d'activité, comme le retour d'expérience. Bien sûr, c'est lié à la crise, mais probablement, ça renvoie à quelque sorte une évolution de plus longue durée qui fait que la maîtrise des risques est aujourd'hui au cœur de beaucoup de problématiques. Et puis, regardons bien le cadre dans lequel s'inscrit une démarche d'amélioration continue au sens large. Bien sûr, il y a toujours des dimensions réglementaires, parfois même de plus en plus, normatives également, si on parle des normes ISO par exemple, mais il y a aussi des nouveautés. Typiquement, un cadre un peu customisé. Vous le savez, dans un certain nombre de filières professionnelles ont été définis des référentiels qui sont spécifiques. Ils deviennent en fait la référence métier. Et puis on voit aussi que le cadre citoyen, il s'impose de plus en plus à nous. C'est la dimension responsabilité sociétale des entreprises, par exemple, qui fait que la matière même du progrès permanent évolue et probablement a tendance à s'élargir. Sous l'angle de la mesure, 2 enjeux clés au moins. Le premier, ne nous voilons pas la face. Il y a encore aujourd'hui un certain nombre de réticences, sinon de méfiance, par rapport à ce que peut représenter une démarche dite qualité. Alors ça renvoie à un certain nombre d'a priori, peut-être d'images, souvent du passé d'ailleurs, mais peu importe, on sait tous au quotidien que développer une telle démarche, c'est aussi parfois expliquer, réexpliquer inlassablement. Et puis évidemment, et a fortiori dans un contexte de crise, on parle d'économie. Et le lien entre qualité et économie, il est d'une certaine manière d'évidence, il n'est pas non plus si facile à quantifier. Autrement dit, engager une démarche de progrès, c'est parfois faire un investissement quelque part. Le retour ne va pas forcément être si rapide. Et du coup, c'est important de mesurer au lancement d'une démarche en quoi, par exemple, les coûts de non-qualité pénalisent l'économie de l'organisation et en quoi, demain après-demain, on peut contribuer à une amélioration des performances économiques aussi. Et
puis, bien entendu, il y a des enjeux de main-d'œuvre qui expliquent un peu le mouvement actuel. Alors, très clairement, c'est ce qu'on mesure de plus en plus, le nouveau rôle attendu d'un responsable, d'un animateur qualité. Certes, il consiste à capitaliser les fondamentaux bien connus en matière de surveillance, par exemple, d'audit, d'inspection, mais il consiste aussi à faire appel de plus en plus à d'autres capacités, à d'autres dimensions, non seulement de savoir-faire, mais de savoir-être aussi. L'un des partenaires du réseau AFQP, Badenoch & Clark, qui est l'un des grands cabinets de recrutement, dit souvent que aujourd'hui, le domaine de la qualité au sens large, oui, il est porteur en termes d'emploi, et vraisemblablement, il va le rester par-delà la phase coronavirus. Sauf que les compétences, les aptitudes attendues tournent par exemple de plus en plus autour d'une capacité de conseil, d'accompagnement méthodologique. On est davantage aussi sur la pluridisciplinarité, parce que la qualité au sens large renvoie à des démarches de progrès, à des enjeux de maîtrise des risques, sécurité, environnement, QVT et d'autres. Et du coup, au fond, la pluridisciplinarité, le conseil, renvoie à une nouvelle dimension du rôle des animateurs et des responsables qualité. On est bien sur des modifications probablement structurelles en termes d'emploi. Et puis, ne le cachons pas, il y a un apport des jeunes générations à l'heure actuelle. Les nouvelles générations nous challengent, y compris sur la manière de vivre la qualité et d'en développer le contenu. Très frappant de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes au sein du réseau AFQP, et tant mieux. Et ils nous challengent au très bon sens du terme, en disant, mais où en est-on, par exemple, de l'utilisation du numérique? Est-ce qu'on peut travailler davantage en réseau? Est-ce qu'on peut aussi, d'une certaine façon, être extrêmement actif sur le terrain et en termes d'ouverture, voire de benchmarking? Et c'est vrai d'ailleurs que le milieu évolue aussi. Et il a également un impact sur l'apparition d'un certain nombre d'approches un peu différentes. Soyons clairs, il y a des enjeux dans beaucoup d'organisations aujourd'hui d'optimisation, de simplification. Et simplifier, entre nous, c'est très compliqué souvent. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut simplifier, certes, mais comment procéder? Comment s'y prendre? Autrement dit, une vraie logique de simplification ne peut fonctionner que si à la clé, on trouve une approche structurée, de la méthodologie, et revoilà évidemment la qualité. Au fond, la satisfaction indissociable de l'ADN de la qualité, on voit bien qu'elle porte de plus en plus sur les clients et d'autres parties prenantes. C'est quelque part l'ouverture RSE. Et quand on fait attention à ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs d'activité, c'est extrêmement frappant. L'expérience client, on peut la traduire d'une autre manière. Le parcours client, il a beaucoup de similitudes avec ce que peut être le parcours patient en hôpital ou le parcours citoyen dans le cadre d'une administration publique. Bref, il y a un élargissement de la notion. Et les méthodes elles-mêmes, elles évoluent. Alors bien sûr, il y a un corpus, un tronc commun traditionnel en matière de qualité, et on est en train de partager autour de quelques outils que vous connaissez de ce point de vue-là. Mais au-delà, les démarches de type qualité, sécurité, environnement, HSE, système de management intégré, s'appuient de plus en plus sur une colonne vertébrale, sur des valeurs pivots. Et ça, clairement, c'est le renvoi sur les méthodes et outils qualité. Dit autrement, la qualité apparaît de plus en plus, ce n'est pas une déclaration de circonstance, on le vérifie comme le tronc commun des démarches de progrès au sens large, c'est-à-dire au fond de toutes les approches qui visent justement l'amélioration continue des performances au service de l'ensemble des parties prenantes. Et ça signifie quoi finalement? Ça signifie qu'il y a un lien accru entre la qualité et la stratégie. Ce n'est pas forcément visible partout, ça l'est déjà dans beaucoup de grands groupes, ça l'est aussi dans les entreprises de taille intermédiaire, et je reviendrai évidemment aux aspects plutôt PME, PMI un peu plus tard dans l'échange si vous le voulez bien.
Donc, beaucoup de causes conduisent à une sorte de consolidation des démarches. Alors, faisons maintenant un petit arrêt sur image, si vous le voulez bien, pour essayer, autour du SWOT, de se demander finalement quelles sont les caractéristiques de cette qualité-là qu'on sent un peu se profiler. D'abord, il y a beaucoup de force aujourd'hui. Très clairement, le corpus méthodologique. Et puis, l'ADN des acteurs qui fait que, je ne suis pas forcément le plus mal placé pour le dire, dans la communauté des acteurs qualité de France, on sent bien de plus en plus que l'engagement, le partage de pratiques, le retour d'expérience constituent véritablement des éléments indissociables de l'ADN. J'ajoute que souvent, il y a de la passion aussi. Éric Wolf, qui a été reconnu comme le lauréat du trophée Leader Qualité France l'an dernier, l'exprime, l'incarne très bien. Oui, il y a de la passion. Et pourquoi il y a de la passion? Parce qu'on a envie d'améliorer les choses. Et on a envie de se donner à un certain nombre d'actions et de projets. Et puis, de mon modeste point de vue, l'un des éléments très forts qu'on peut évoquer aujourd'hui, c'est le fait qu'avec le temps, autour des méthodes et des outils qualité, finalement, on est arrivé toutes et tous à disposer d'une palette, d'un ensemble de solutions qui sont appropriées en fonction de quasiment toutes les situations, toutes les problématiques. Je pourrais même ajouter, quelque part, c'est déjà une vraie vertu de pouvoir se dire, par rapport à tel problème, voilà l'outil, voilà la méthode qui peut être privilégiée. Et puis, bien entendu, il faut continuer à innover. Le Lean, par exemple, a apporté un certain nombre d'amendements au bon sens du terme. La QVT constitue un mouvement qui, à nouveau, permet de se recentrer sur des aspects bien-être, par exemple, au niveau des équipes sur le terrain. Alors, il y a aussi des faiblesses, et il faut les évoquer, bien sûr, tout aussi librement. Par exemple, le niveau d'acculturation, on pourrait l'appeler comme ça, en France, reste modéré par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. Clairement, il y a une culture qualité extrêmement forte en Allemagne, et vous le savez. On n'est probablement pas à ce niveau-là. Donc attention, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler sur la valorisation, la promotion de ce qu'apporte une démarche qualité. Ce n'est pas le fait de dire « regardez, c'est très bien », c'est le fait de dire plutôt « voilà ce que ça peut apporter dans une organisation, qu'elle soit grande, petite, publique ou privée ». Et puis, autre élément un peu de difficulté quand même, ne le cachons pas, la sphère politique est probablement moins impliquée, encore aujourd'hui, en la matière que dans d'autres pays. Essayons d'avancer là-dessus et la FQP fait tout le possible en la matière. Et puis, on l'a dit, la valeur ajoutée, il faut sans arrêt y revenir. Il faut sans arrêt l'expliciter, la rendre concrète, mesurable. Sans parler du fait que souvent, les équipes concernées apparaissent comme les représentants d'une fonction un peu experte. Et une fonction un peu experte, de temps en temps, ça peut générer des interrogations. Et là, l'important, c'est peut-être de plus en plus d'apparaître comme des business partners, finalement, pour reprendre un mot anglo-saxon. Quelles peuvent être les menaces aujourd'hui par rapport au cadre que nous partageons? Évidemment, dans un certain nombre d'organisations, la crise ne reste pas sans conséquences. Et il peut y avoir des remises en cause de ce point de vue-là. Oui, mais à contrario, réagir par rapport à une crise, la surmonter, ça incite aussi finalement à reprendre plus que jamais des approches structurées, des approches méthodologiques, voire documentées. Donc finalement, on n'est pas loin non plus, d'une certaine manière, d'une opportunité potentielle. Attention aussi, nous y veillons justement à ne pas raisonner trop grandes organisations, j'allais dire. Le tissu économique français, vous le savez parfaitement, et c'est vrai en région sud comme ailleurs, il est constitué beaucoup de petites et moyennes entreprises. Tant mieux, heureusement.
Et typiquement, dans une PME-PMI, les éléments que nous partagions juste avant peuvent s'avérer encore plus significatifs. Pourquoi? Parce que quand on est dans un grand groupe, par exemple, le manager, il raisonne au global. Il ne s'occupe pas de qualité au sens service au client de 9h à 10h, et puis de sécurité au travail de 10h à 11h et d'environnement de 11h à midi. Bien sûr que non. Il regarde le pilotage global de ces activités. Mais c'est encore plus vrai dans une PME-PMI. Ce qui veut dire que l'aspect pivot, l'aspect tronc commun de la qualité, comme creuset finalement des méthodes et outils de progrès de maîtrise des risques, il joue encore plus significativement dans une petite organisation au sens de sa taille. Et puis, une menace, c'est aussi le fait qu'il y a en ce moment beaucoup de renouvellement de population. Vous l'avez tous en tête. Et ça veut dire que l'enjeu culturel lié à l'appropriation finalement de l'amélioration continue, il va être encore plus déterminant en termes d'impact demain qu'aujourd'hui. Je parle là, soyons clairs, de tout ce qui tourne autour des cursus d'enseignement. France Qualité est très engagée à l'heure actuelle dans le sens de l'insertion, autant que faire se peut, dans un certain nombre de cursus d'enseignement, de modules liés à la qualité. Et là encore, quand on fait un peu de benchmarking, il y a des pays dans lesquels on entend parler pour la première fois des méthodes et des outils qualité en classe de 4e. Vous voyez bien qu'on en est très loin aujourd'hui en France. D'où une prise de position officielle de la FQP, proposant à l'ensemble des acteurs, et nous y travaillons, en liaison avec notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, afin que, au niveau de l'enseignement supérieur, plus que jamais, il y ait une intégration de modules qualité dans les différents programmes, mais ça peut aller au-delà. Nous recommandons aussi qu'avant même le baccalauréat, il y ait un début d'acculturation. Et puis, ne le cachons pas non plus, pitié, pas de querelle de chapelle, quoi. Ça c'est toujours une menace. Qu'est-ce qui est dans quoi? Est-ce que le développement durable est dans autre chose? Est-ce que la qualité est dans un... Franchement, faisons simple, tout contribue à l'amélioration continue. D'ailleurs, quand on discute de ça avec des anglo-saxons, ils n'ont qu'un mot en réalité, c'est continuous improvement. Typiquement, mettons en commun, mettons en synergie l'ensemble des méthodes de progrès, de maîtrise des risques pour avancer plus que jamais vers une consolidation globale des systèmes. Alors, sur quels indicateurs peut-on s'appuyer pour peut-être affiner encore plus, si besoin, les orientations? La slide suivante intègre un certain nombre de chiffres qui sont tirés de Calibor. Alors Calibor, c'est le tableau de bord de référence, c'est pas moi qui le dis, de la qualité en France. À vrai dire, c'est quelque chose que le réseau AFQP a créé, qui n'existait pas vraiment. Il y avait des éléments un peu disparates. On a essayé de réunir dans un tableau de bord global quelques vecteurs clés d'appréciation. Pas tout repris, bien entendu, mais quelques chiffres quand même. Si nous regardons le scoring EFQM de la France par rapport à celui d'autres pays européens en particulier. Alors d'abord, une précision si besoin, c'est certainement inutile vis-à-vis de vous. Le FQM, c'est juste le modèle, le référentiel un peu privilégié de management par la qualité en Europe. Autrement dit, quand on lance une démarche, où que ce soit, et à nouveau, ce n'est pas un problème de taille d'organisation, on vise déjà un certain nombre de progrès au quotidien. Puis peu à peu, on peut imaginer de consolider des systèmes. Et lorsqu'on est à un niveau de maturité vraiment satisfaisant, à ce moment-là, c'est clair que le référentiel EFQM, plus que jamais d'ailleurs dans sa nouvelle version, constitue un bon support de référence. Je dis plus que jamais dans sa nouvelle version parce que le nouveau référentiel EFQM intègre encore plus que le précédent, et ce n'est pas un hasard, les aspects digitalisation, les aspects RSE, les aspects benchmarking, tout point que nous évoquions ensemble juste avant. Alors, le positionnement de la France, il montre qu'il y a encore des champs de progrès, tant mieux, et il y a aussi des positions finalement assez variables selon les critères pris en compte. Par exemple, en matière de partenariat et de ressources, la France est particulièrement bien placée aujourd'hui, 4e à l'échelle de l'Europe.
c'est l'Europe au sens géographique, hein, ça va très au-delà de l'Union européenne en tant qu'organisation politique. Et puis, il y a des produits et des services qui sont tout à fait intéressants et modulo quelques développements au niveau du commerce extérieur qui peuvent être développés un peu partout au niveau de la planète. Les processus sont souvent très bien maîtrisés. Oui, mais, quand vous regardez le classement de la France sur d'autres plans, c'est un peu moins encourageant. Résultat client 11e et résultat business 22e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que décidément, le lien qualité-économie, on doit y travailler. Et en ce moment, avec notre partenaire du MEDEF, nous essayons justement de consolider ce que peut être la prise en compte de la dimension amélioration continue à partir du moment, justement, où la France s'engage dans un plan de relance. Question qu'on a posée tout récemment, et d'ailleurs la consolidation des résultats est encore en cours. Je me permets de livrer quelques indications en avant-première à l'occasion de ce webinaire. Question qu'on a posée à beaucoup d'adhérents du réseau AFQP. Vous avez en tête que l'ensemble du fichier du réseau AFQP, c'est au niveau nominatif 12 000 noms, sachant qu'on évalue de manière générale l'importance, la quantité de personnes intéressées, engagées dans des démarches de progrès ou de maîtrise des risques à l'échelle nationale, la totalité de la communauté, quelque part, à peu près 70 000 personnes. Au passage, d'ailleurs, ça signifie que le taux de représentativité est plutôt meilleur que ceux qu'on connaît dans d'autres filières. Bref, nous demandons donc à nos adhérents si la direction de la qualité doit impulser le mouvement de transformation numérique, puisque décidément, on parle et de transformation et de digitalisation. Les réponses sont particulièrement éloquentes. 41% des répondants, et ils sont extrêmement nombreux, nous disent « ben oui, on est plutôt d'accord avec cette affirmation ». 30%, on est totalement d'accord. Ce qui veut dire que 71% des répondants considèrent que la direction de la qualité dans une organisation doit impulser le mouvement de transformation numérique. 2 commentaires si besoin. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier la qualité de la transformation. Nous sommes au cœur de ce grand rendez-vous pour beaucoup d'organismes. Et ça veut dire aussi, contrairement à une petite idée reçue par-ci par-là, si je peux me permettre, que l'acceptation du numérique, du digital de manière un peu globale, elle est réelle, elle est même porteuse pour l'avenir. Et puis le nombre d'adhérents, je n'y reviens pas puisque ça a été dit en introduction, oui, il continue à augmenter, plus 25% sur les 3 dernières années. Si le nombre d'adhérents du réseau AFQP augmente, on peut dire c'est pour différentes raisons, il me semble en toute humilité que la première raison, c'est le fait que, justement, il y a une aspiration, il y a un développement autour de la qualité au sens large. Et inévitablement, ça se traduit derrière par l'arrivée de nouvelles personnes, et tant mieux. Voilà pour quelques indicateurs qui peut-être nous guident encore plus sur la recherche d'une finalité pour la suite. Alors, si on essaye maintenant de documenter un peu tout ça, de mettre des mots autour de la nouvelle qualité, encore une fois, pas du tout sous l'angle de la recherche d'une promotion de manière générale, encore que, si vous regardez attentivement les spots télévisés à l'heure actuelle, c'est là aussi extrêmement net, le mot qualité apparaît, revient de façon très significative. Donc, assumons le mot, autrement dit. Mais au-delà, comment peut-on caractériser cette dynamique que nous sentons et comment peut-on essayer de la formaliser pour que demain après-demain, nous puissions, les uns et les autres, capitaliser un certain nombre de mots repères. C'est l'objet des 2 slides qui suivent. Le texte qui apparaît, c'est une tentative de synthèse, donc une gageure, par rapport à ce que représente aujourd'hui la nouvelle qualité. Ou pour poser la question autrement, imaginons que dans une organisation, quelle qu'elle soit,
il s'agisse de lancer une démarche qui, au fond, intègre tous les apports dont nous venons de parler, tous les inputs, toutes les contributions qui, quelque part, aboutissent à une vision un peu plus consolidée encore. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment essayer de démarrer? Et à nouveau, ça n'est ni une question de taille d'organisation, ni une question de stade de maturité. On parle là plutôt de réflexes, de caractéristiques qu'on peut avoir en tête parce que ces réflexes, ces caractéristiques traduisent le mouvement de notre temps. Deux premiers éléments. La nouvelle qualité, elle est globale. Quand on écoute un certain nombre de responsables de grands groupes, par exemple Fabrice Bonifay de chez Bouygues, on se rend bien compte que non seulement il n'y a pas de frontière entre la sécurité, l'environnement, la qualité de vie au travail, mais au fond, toutes ces composantes participent justement d'une même dynamique. C'est le caractère vraiment global d'une démarche qui fait que de plus en plus, on s'inscrit dans du pilotage très intégré. Optimiser les performances au service de l'ensemble des parties prenantes, c'est aussi prendre en compte, au fond, tous les enjeux d'une organisation. Et que dire de l'expérience client? Bien sûr, elle reste au cœur de tout ça. Mais l'expérience client, et c'est quelque chose que nous vivons aussi à Air France, elle rejaillit sur d'autres aspects. Typiquement le défi écologique, le défi de la transition énergétique, tout ce qui fait que l'expérience client est de plus en plus, dans les faits et les esprits, indissociable de préoccupations citoyennes. Deuxième caractéristique, c'est le pragmatisme. On est quelques-uns à avoir connu dans le réseau AFQP le moment où la question posée c'était mais je suis en train de lancer une démarche, quel référentiel dois-je choisir? Qu'est-ce que je dois décliner? On voit bien à l'usage que le progrès collectif aidant, on est un peu sur un autre questionnement. Et à nouveau, ce n'est pas une question de rupture, c'est une question de consolidation et de poursuite pour le coup de l'amélioration continue. On est plutôt sur la logique consistant à se dire, par rapport à une organisation, au stade où elle en est, quelle est la démarche la plus appropriée? Sur quelle méthode, sur quels outils doit-on s'appuyer prioritairement? Au fond, c'est une logique d'adaptation, de customisation. Il y a une palette qui est très large, dans laquelle on peut puiser, et là, on va trouver les éléments qui sont peut-être les plus appropriés. Et, si j'ose le dire, c'est probablement l'une des vraies vocations du réseau AFQP, précisément, de pouvoir, dans ces cas-là, identifier des bonnes pratiques. Et je peux vous dire, avec toute l'équipe du bureau exécutif national, c'est une chose que nous vivons régulièrement. Il y a encore 2 jours, je recevais un appel d'un adhérent qui est en fait un centre hospitalier universitaire. Un adhérent était une organisation collective, évidemment. Et le CHU en question, par l'intermédiaire de son directeur qualité, demandait est-ce qu'on a des exemples par-ci par-là de déclinaison du lean management, mais non pas au sens top-down, au sens plutôt pratique quotidienne, approche participative sur le terrain. J'ai mis en rapport cet interlocuteur avec d'autres acteurs du réseau qui n'appartenaient pas à la même région d'ailleurs. Et typiquement, quand on cherche des bonnes pratiques, souvent, elles ne sont pas au même endroit sur le plan géographique, elles ne sont même pas forcément dans le même secteur d'activité d'ailleurs. Mais c'est ça aussi le pragmatisme. C'est essayer de partager ensemble des pratiques qui sont adaptées à la problématique. Et bien entendu, c'est par une approche pragmatique qu'on peut espérer aussi simplifier des modes de fonctionnement, optimiser l'efficacité des processus, et puis, évoquons-le, trouver le moyen de simplifier la documentation qui reste parfois un petit irritant, au moins pour certains. Encore 2 autres caractéristiques de la nouvelle qualité. Ça va être évidemment sur la page suivante. Alors, la première des 2, c'est l'innovation.
on l'a suffisamment dit, innover aujourd'hui, on peut le faire dans l'absolu, sauf que ce n'est pas qu'une question de technologie. C'est aussi une question de méthodologie à nouveau. Et nos amis partenaires d'entreprise du futur, du groupe Visiative, le montrent régulièrement. Aujourd'hui, l'innovation, c'est d'abord et avant tout s'interroger sur l'état des lieux, s'interroger sur les process, sur les modes de fonctionnement. Ensuite, oui, bien sûr, le digital peut jouer un rôle d'accélérateur. Mais d'accélérateur, ça va être le catalyseur, ça ne va pas être forcément le cœur de la première réponse. Le cœur de la première réponse, il traite de l'innovation au sens de la structuration, du côté challenging qu'on peut apporter à partir du moment où on regarde la contribution d'une organisation, a fortiori en transverse à l'intérieur d'une collectivité publique ou d'une entreprise. Et là encore, travailler sur l'innovation, ça veut dire que la qualité en tant que telle reste certes un levier de management, un vecteur de changement, mais elle doit aussi, et ça renvoie à notre propre attitude et à notre propre scope de raisonnement, sans cesse essayer de revisiter un certain nombre d'usages. Et ce n'est pas contradictoire, au contraire. Améliorer en continu, c'est aussi revisiter en continu. Et dernier mot, c'est d'évidence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conduire une transformation, un changement en faisant abstraction des contributions des acteurs? Bien sûr que non. On sait que ça ne fonctionne pas. Mais surtout, c'est trop dommage. Parce que qui, mieux que personne, peut voir où sont les améliorations, où sont les voies de progrès? Les opérateurs eux-mêmes. On a à Air France, comme dans d'autres entreprises, Michelin est en tête de pont, un programme d'innovation participative. C'est exactement dans cet esprit-là. Recueillons les suggestions des salariés eux-mêmes. Et ils ont envie de le faire, et ils sont motivés pour ça. Au passage d'ailleurs, c'est une réponse potentielle à un des déficits français, malheureusement, constaté au niveau de Calibor, à savoir le taux anormalement élevé, si on considère la pratique dans d'autres pays, de salariés dits désengagés, entre guillemets, l'adjectif est ce qu'il est, mais enfin, en tout cas, ça se comprend. Et typiquement, là aussi, la qualité peut avoir un rôle à jouer en termes de rassemblement des acteurs et afin de susciter un certain nombre de préconisations et tout simplement d'idées. Donc, vous le voyez, la qualité n'est pas immobile. Bien sûr que non. Elle continue à bouger, elle continue à évoluer. Et en passant peut-être à la toute dernière image, elle est aujourd'hui globale, pragmatique, innovante, participative. Si on capitalise ces quelques principes, sinon orientations, surtout si on en fait une sorte de grille de référence habituelle partagée, alors oui, on peut avancer et surtout on peut contribuer à l'amélioration de ce qui se passe en France. Je terminerai là-dessus si vous le voulez bien. Finalement, ce serait quoi la réussite d'un apport de la qualité au niveau de notre pays? Tout simplement, l'amélioration de la compétitivité et l'amélioration du bien-être. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation et pour cette, je dirais, revigoration de la qualité et cette renaissance quelque part. C'est vrai qu'on l'a connue avec beaucoup de poussière. Alors, je rappelle aux très nombreux participants que vous êtes invités à poser vos questions par le chat, la discussion, car vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui. Et je vais abuser de mon privilège de reprendre la parole en commençant par une que tu connais déjà, mais que je vais me permettre de reposer de façon plus publique. Est-ce que la nouvelle qualité, parce que l'association, c'est Association France Qualité Performance, est-ce que c'est la nouvelle qualité va vers le P de performance, le P de pérennité, ou les deux? Ça c'est le mot-clé de Guy Sépaï. Non, mais tu as raison, je crois, de revenir là-dessus, parce que qualité rime avec performance, ou tout au moins doit rimer avec performance. Ensuite,
ma conviction aujourd'hui, c'est que l'évolution en cours, je ne parlerai pas de virage, mais on n'en est pas forcément loin, doit conduire à pérenniser un certain nombre de réflexes. Ça oui. Typiquement, la dimension RSE, l'intégration du digital, l'ouverture vis-à-vis des salariés eux-mêmes, quelle que soit l'organisation, pas tout reciter, et on pourrait évoquer d'autres points, ça, c'est pour moi un corpus qu'on a à rendre pérenne. Donc, non seulement ça ne me choque pas que derrière la lettre P, si c'est ça la question, on trouve le mot pérennité, mais même si le mot n'apparaît pas forcément aujourd'hui dans le descriptif de l'organisation, en tout cas au niveau de ce que nous pouvons partager et valoriser, oui, il y est. Et au niveau, alors, on va être un peu plus égocentré, et au niveau de la fonction, qu'est-ce que ça peut changer? C'est une question très importante, ça. Quand je fais un peu le tour des remontées des adhérents, toutes régions confondues, ce qui est très frappant, c'est de voir que la terminologie utilisée pour la description des fonctions, elle est aujourd'hui extraordinairement composite. Alors, il y a souvent le mot qualité, plutôt plus que voici quelques années, mais apparaissent aussi d'autres mots. Et si on parle de mots repères, c'est là où ça peut devenir intéressant, voire troublant. On voit de plus en plus des sigles HSE, QSE, un peu SMI aussi. Honnêtement, le wording performance n'est pas forcément si répandu que ça, ce qui renvoie d'ailleurs à l'échange précédent. Et puis, il y a d'autres mots qui apparaissent, et ça, je pense que ça doit nous inciter à vraiment suivre les évolutions, voire à en impulser d'autres. Frappant de voir, par exemple, que le mot RSE, le sigle RSE d'ailleurs, il est de plus en plus utilisé. Je vois aussi de plus en plus des notions qui tournent autour de l'organisation, des plans d'action. C'est frappant de voir que dans beaucoup de groupes, on parle aujourd'hui de roadmap, de flight plan, enfin, au fond, tout ça, c'est la même chose. On parle d'orientation stratégique. Sauf que décliner des orientations stratégiques, avancer en termes de déploiement de plans d'action associés, ça, à nouveau, ça nécessite de la méthodologie. Et en tendance, la qualité apparaît plus dans ces registres-là aujourd'hui que voici 3-4 ans. Et mon sentiment, c'est que on doit accompagner ce mouvement. Pas pour dire la qualité est là, mais simplement parce que là, il y a de la valeur ajoutée. C'est facile, entre guillemets, de dire voilà ce qu'on va faire à 3 ans ou 5 ans. C'est beaucoup plus compliqué de le concrétiser de manière fiable, conforme et solide. On pourrait ajouter pérenne. et au fond, quand on discute là aussi avec des anglo-saxons, ils disent toujours le mot-clé, c'est execution ou implementation. C'est-à-dire, au fond, oui, on peut avoir plein de bonnes idées, mais on les met réellement en œuvre. Et là-dessus, j'ai tendance à prétendre que collectivement et individuellement, on a un rôle à jouer. Merci pour cette réponse. J'en avais donc une autre. Si cette fonction a des noms et des formes qui sont assez variées, pour prendre un cadre de fonctionnement comme un autre, qui est le comité de direction, comment garder encore le partage des rôles? Oui, pour le coup, ça peut dépendre un petit peu des organisations, ça peut dépendre de la manière dont le numéro 1 de l'organisation entend fonctionner. On voit bien que ça n'est pas qu'une question de délimitation d'un tour de table. Parfois, il y a aussi des rôles un peu complémentaires de conseil, d'accompagnement, donc il faut évidemment tenir compte de tout ça. Mais quand même, grosso modo, en tendance là aussi, il me paraît de plus en plus net que le responsable, l'animateur, le directeur qualité, peu importe comment on l'appelle, et encore une fois, au-delà des questions de terminologie,
il est beaucoup plus près de la direction dans une PME-PMI ou de la direction générale dans une grosse organisation que voici quelques années. Et ça, je pense que c'est un signe fort qui renvoie probablement à différentes dimensions. Très certainement la maîtrise des risques, on le voit dans beaucoup de filières, notamment industrielles. Très certainement l'expérience client, c'est palpable au niveau du monde des services, mais entre nous, c'est très palpable aussi dans les administrations. J'ai beaucoup échangé là au cours des dernières semaines avec les adhérents du réseau AFQP, que sont des préfectures, sans blague, il y a des préfectures, que sont des mairies. Et à chaque fois, finalement, ce qui transparaît, c'est que, pour le coup, le numéro 1 de l'organisation, on est sauf erreur au cœur du questionnement, là, dit, mais moi, je veux que les personnes qui bénéficient de nos services se déclarent de plus en plus contentes et satisfaites. Autrement dit, le raisonnement, le côté minded qu'on pouvait avoir dans le monde des entreprises de services, en réalité, on le retrouve d'une autre façon. Typiquement, le préfet d'un département qui est très engagé en matière de démarche qualité, qui est d'ailleurs adhérent de France Qualité depuis longtemps, me disait « On est en train de revoir totalement notre relation avec le citoyen ». Il n'a pas dit relation de service avec le client, mais on pouvait quasiment traduire à l'identique. Et ça, c'est super porteur, parce que ça signifie qu'aujourd'hui, il n'y a plus les frontières traditionnelles que l'on connaissait. Vous avez entendu ça les uns et les autres. Ah ben oui, mais la qualité, c'est pour l'industrie. Moi, j'ai entendu ça des dizaines de fois. Ben non, justement, c'est pas que pour l'industrie. Et le fait même qu'aujourd'hui, les administrations nationales ou territoriales qui souhaitent améliorer, ça c'est moi qui le dis, la relation de service avec le citoyen s'appuie en effet sur des méthodes et des outils qualité, ça, je trouve que c'est plus qu'une indication, c'est un signal. Merci encore Pierre pour ce point de vue sur cette question bien large. J'en tenterai une encore, comme j'abuse encore de mon privilège. J'ai toujours eu une théorie personnellement qui était la suivante, c'est que le bon qualiticien devient inutile, car tout le monde sait approprier ses concepts. Est-ce que ça va aussi dans ce sens ? Vaste sujet. Alors, pour mémoire, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais il y a un président de grand groupe, c'est peut-être à ça que tu fais allusion explicitement ou implicitement, qui avait dit, voici, allez, on va dire une quinzaine d'années, on sera vraiment tous au niveau ultime de la maîtrise de la qualité quand on n'aura plus besoin d'équipes du même nom. Ça avait été, non, mais il faut se le rappeler de temps en temps, une déclaration extraordinairement forte et marquante à l'époque, parce qu'évidemment, ça avait suscité pas mal de réactions dans ce qui était le MFQ, le Mouvement français pour la qualité, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on constate des années après, hein, indépendamment de la manière dont le PDG en question s'était exprimé? On constate que c'est quand même pas tout à fait ça qui se passe. C'est-à-dire que, au fond, oui, c'est intéressant que le management au sens large, pas que le haut management, l'intermédiaire, celui de proximité, s'approprie davantage les méthodes et les outils qualité. Là-dessus, on est d'accord, entre guillemets. Enfin, tout au moins, on y voit l'intérêt dans le sens de l'amélioration des performances des organisations. À côté de ça, l'expérience prouve quand même qu'à la fin des fins, c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur des experts et des personnes qui ont un certain nombre de connaissances. Quand je dis ça, en réalité, ce n'est pas pour faire référence ou pas seulement aux aspects réglementaires et normatifs à nouveau. C'est plutôt pour pouvoir s'appuyer sur l'expertise de quelqu'un qui va dire « Oui, chef, j'ai bien compris, il y a tel problème à résoudre. » Eh bien, moi, je vous recommande d'utiliser telle approche, telle démarche, justement pour le résoudre. Dire ça, c'est déjà apporter une valeur ajoutée. Et de ce point de vue-là,
c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais je ne crois pas qu'on aille vers une possibilité de se passer des équipes qualité. Je ne vois pas du tout les choses comme ça, au contraire. Mais comme tu dis, en tant que référent et non pas docte, c'est en effet la grande différence. Alors, j'ai quelques questions qui apparaissent. L'une d'un expert dans ce domaine, donc, qui dit qu'en AFQP Rhône-Alpes, on a travaillé sur l'intelligence émotionnelle lors de cette crise et constaté que l'humain était à remettre au cœur de cette démarche. Et donc, tout en te remerciant pour cette synthèse, il souhaitait connaître ton opinion sur cette nécessité de mettre l'humain comme composante clé de cette nouvelle qualité. Je partage totalement. C'est vrai que, enfin, on le sent bien les uns et les autres, et je me suis permis d'y revenir plusieurs fois dans l'échange. Les femmes et les hommes au cœur du dispositif jouent un rôle absolument clé. Ou pour présenter la même chose différemment, et tant mieux d'ailleurs, les valeurs humaines non seulement demeurent, mais prennent probablement encore plus d'importance. Et c'est vrai que les équipes du réseau AFQP Rhône-Alpes ont réalisé un travail formidable, ce n'est pas une déclaration de circonstance, je pense profondément, pour montrer à quel point l'intelligence émotionnelle, au fond, tout ce qui tourne autour du savoir-être, là aussi, était indispensable aujourd'hui. Ça signifie que, en réalité, ce qui est attendu de nous, c'est certes d'apporter des éléments techniques, mais c'est aussi d'aider les femmes et les hommes d'une organisation à contribuer eux-mêmes à l'avancée collective. Et ce n'est pas si simple d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il faut concilier le collectif et la dimension individuelle, ça veut dire qu'il faut concilier le besoin d'approches cohérentes, harmonisées, et puis aussi le maintien d'une marge de manœuvre au niveau individuel. Ça veut dire qu'il faut concilier robustesse et créativité. Ce n'est pas si simple. Mais le point commun, ou le lien plutôt, entre tout ça, il me semble que c'est bien l'apport humain, c'est-à-dire la capacité qu'a chaque personne à dire voilà ce que je pense de la situation et voilà en quoi on peut l'améliorer. C'est le début de la QVT quelque part. Alors je dis ça parce que pour aboutir à un tel résultat, pardon d'évoquer une lapalissade, mais encore faut-il permettre aux uns et aux autres justement d'exprimer leur point de vue. Et là-dessus, il me semble que nous pouvons avoir une attitude de garant au bon sens du terme. C'est-à-dire, tu parlais de référent, Guy, j'utilise un autre mot, mais le sens doit être probablement le même. On doit être garant du fait que la dynamique collective, elle repose sur la contribution et la façon dont on l'organise de chacune et chacun des acteurs. Merci bien. Alors, une autre question d'un acteur qui s'y connaît un peu en qualité, vu qu'il se présente au nom de l'AFNOR, et qui soulève le fait qu'on a un retard fort de la présence des responsables qualité au CODIR, et qui demande comment peut-on favoriser donc cette ouverture vers les nouveaux enjeux et les concepts de la fonction qualité. Très clairement, c'est une des dimensions du challenge du moment, hein, comment faire en sorte que le regain d'attrait, d'intérêt autour de la qualité se traduise par un repositionnement du responsable du même nom, là où ça n'a pas encore été le cas. Et la remarque est juste, il y a encore du chemin à parcourir, c'est clair. Comment y arriver? Évidemment, c'est extraordinairement difficile de donner une réponse, en tout cas simple et rapide. Il me semble qu'il y a plusieurs leviers qui peuvent être utilisés. Il y a très clairement le levier de la professionnalisation d'abord. Plus chacun des acteurs concernés est solide en termes de professionnalisation, plus la crédibilité progresse en proportion et plus il devient finalement assez naturel d'intégrer l'intéressé dans un CODIR. Il y a un autre levier qui est le grand sujet de la culture nationale. Je l'évoquais, et ça peut paraître lointain, ça n'est pas tant que ça. C'est comment faire en sorte que dans la culture du pays,
ce type de références apparaissent encore plus. Alors, ça passe par les cursus d'enseignement, on en a parlé. Ça passe aussi par la valorisation des trophées, des prix, c'est la dimension reconnaissance. Ça passe aussi par la façon dont on peut intégrer la notion d'amélioration continue dans toute une série de cahiers des charges. Par exemple, les cahiers des charges qui structurent les référentiels de filière, ou pourquoi pas au niveau des critères d'obtention d'aide ou de facilitation fiscale. On y travaille, y compris avec le MEDEF et la CPME, on y travaille. C'est forcément une œuvre de longue haleine, vous l'imaginez bien, mais ça fait partie des priorités, affichées d'ailleurs de façon très transparente dans la feuille de route de la FQP. Et puis il y a d'autres leviers aussi, je crois. C'est important de s'ouvrir à l'extérieur. Tout le monde est probablement convaincu ici, mais l'expérience prouve que ce n'est pas forcément si unanime. Sachons regarder aussi ce qui existe dans d'autres pays, dans d'autres structures. On ne va pas multiplier les illustrations, mais je suis très frappé, par exemple, par le fait que dans les pays nordiques, le lien entre la qualité et l'environnement est consubstantiel. En fait, ce n'est même pas de lien qu'il s'agit, c'est la même chose. Là, nous, par exemple, on a probablement encore une marge de progrès. Et puis, autre élément encore, peut-être que, et le réseau France Qualité essaye d'y contribuer, en toute humilité, là aussi, c'est très utile d'être transparent et d'être synergique entre nous tous. Finalement, qu'est-ce que c'est une bonne pratique? C'est quelque chose qui ne doit pas rester à un seul endroit. Non, mais pardon de redire une lapalissade, hein, mais c'est vraiment essentiel. On a vécu les uns et les autres souvent des situations où un animateur qualité, je pense à un exemple tout récent encore, disait ne pas arriver à convaincre la direction générale. C'est une citation. Quelqu'un qui est venu voir, qui m'a dit écoute, non mais j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Et à chaque fois, ils me disent qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et donc, en lien avec Patrick Montgillon, le vice-président de France Qualité, on a organisé la venue d'un représentant d'une autre entreprise. Au fond, c'était du benchmarking interne au sein du réseau, sauf que du coup, arrivé en codir, là pour le coup, un interlocuteur externe qui, entre nous, disait un peu la même chose, sauf que ça venait de l'extérieur, justement. Et ça a fortement contribué, me dit l'intéressé depuis, à faire bouger les lignes. Au-delà de l'exemple de l'illustration, ça montre bien qu'il faut qu'on sache partager librement, positivement, toutes les pratiques. Eh bien, merci beaucoup Pierre. Les bonnes choses ayant malheureusement une fin, il va falloir clore cette session. Merci encore pour tous tes apports et toutes tes réponses. Je propose de repasser donc maintenant la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote de ce projet, pour sa conclusion. Eh bien, merci Pierre. Ça a été très, très, très intéressant et à la hauteur de nos attentes. Chers amis participants, merci de nous faire part de vos commentaires. Vous allez recevoir dans la foulée une évaluation de ce webinaire. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions. Ça fait partie de notre PDCA que de connaître la perception de nos clients, et ceci dans le cadre de notre amélioration continue. Dernier point, et je vous laisse, nous avons d'autres webinaires dans les tuyaux. J'appelle votre attention sur le prochain webinaire, celui prochain, le 23, qui est également très intéressant. Il est pratico-pratique et technologie du pilotage dont nous a parlé Pierre, mais le pilotage de l'organisation et de la performance de l'organisation grâce au BSC, le Balance Scorecard, donc le tableau de bord. Nous espérons vous y accueillir à nouveau très nombreux. En vous remerciant de votre participation aujourd'hui, je vous dis à tous à bientôt et bon week-end. Merci. Merci.